À tous et bienvenue à cette édition du 20h. En voici les titres. L'imam Ratib de Tambacounda apprécie les mesures annoncées lors du dernier conseil des ministres. Cheikh Ahmed Tidiane Anne l'a dit au chef de l'État après la prière du vendredi. Macky Sall demande aux chefs religieux de la région de prier pour la paix en Casamance. Le Mali va recevoir plus de 12 000 casques bleus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la résolution pour leur déploiement sur le terrain. Ils sont attendus le 1er juillet. Comme je vous le disais dans les titres, l'imam Ratib de Tambacounda apprécie les mesures annoncées lors du dernier Conseil des ministres, notamment la décision prise par le chef de l'État de dégager une enveloppe de 201 milliards pour le développement de la région. L'imam dirigeait la prière du vendredi à laquelle a pris part le président de la République, Macky Sall, qui demande aux chefs religieux de prier pour le retour de la paix en Casamance. Il a aussi réitéré sa volonté de moderniser l'enseignement coranique au Sénégal, compte rendu de Pape Biram Biguendiaï. C'est une forte communion entre le pouvoir temporel et le spirituel qui se manifeste à chaque sortie du chef de l'État à l'intérieur du pays. C'est pour rester fidèle à la Constitution qui souligne que l'État doit toujours apporter son appui au droit de culte, permettre à chaque citoyen de pouvoir exprimer sa foi dans les meilleures conditions à travers l'édification de lieux de culte en phase avec les préceptes de l'islam. C'est ainsi que la grande mosquée de Tambacounda va bientôt être réhabilitée. L'architecte qui s'en occupe a déjà pris connaissance avec le dossier du chantier. Une nouvelle qui est accueillie avec beaucoup d'espoir et de soulagement par les fidèles musulmans de Tamba. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée s'est félicité du programme spécial d'investissement pour la région, avec une enveloppe de 201 milliards de francs CFA pour permettre à Tambacounda de connaître un essor économique au grand bonheur des populations, principales bénéficiaires de cette vaste révolution économique et sociale qui va permettre de désenclaver toute la région de Tambacounda et de relancer les activités de l'économie sous-régionale liée à la région. Sur un tout autre registre, Cheikh Ahmed Tidiane Agne plaide pour la modernisation des écoles coraniques. Une convergence de vues avec le chef de l'État qui compte faire de l'enseignement coranique un pilier important de notre système éducatif. Le président de la République a également saisi cette occasion pour demander aux chefs religieux de la région de prier pour la paix en Casamance, afin que ces efforts de redressement du pays puissent se faire dans l'unité et la paix des cœurs pour un Sénégal émergent. Cette traditionnelle prière du vendredi a béni les actions du gouvernement qui s'inscrivent dans une volonté clairement affichée de faire du Sénégal des profondeurs une priorité pour restaurer l'équilibre social. Après le Conseil des ministres, le chef de l'État poursuit son séjour dans la région de Tambacounda. Macky Sall est attendu ce samedi au parc national de Nyokolokoba, un grand honneur pour les agents des parcs nationaux. Voici à ce propos le colonel Souley Ndiaye, c'est le directeur des parcs. Il est au micro d'Abdoulaye Sinkare. Première décision d'affectation, c'était le parc national de Nyokolokoba en 1980. Et depuis lors, nous n'avons pas reçu un président de la République. Ça fait longtemps, le visitant ce parc en tant que président de la République, c'était le président Senghor, qui, vous savez, avait construit des bungalows à l'intérieur de ce parc. L'opportunité que nous offre cette visite de M. le Président de la République, c'est lui montrer un parc, certes en difficulté depuis quelques années, un parc qui au plan international est classé au niveau de l'Afrique de l'Ouest du dernier sanctuaire de la grande faune sauvage. Le Nyokolokoba est classé réserve de biosphère et site du patrimoine mondial depuis 1981. C'est 1500 espèces de plantes à fleurs, 80 espèces de mammifères, 80 espèces de mammifères, 20 espèces d'amphibiens et puis des centaines d'espèces d'oiseaux. Le nouveau commissaire général pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam a été officiellement installé. Le général Amadou Tidiane Dia compte amoindrir les difficultés que les pèlerins rencontrent dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le commissaire sortant
El Hadj Mansour Diop a exhorté ses collaborateurs et partenaires à accompagner son successeur dans sa mission. Le général Amadou Tidiane Dia et El Hadj Mansour Diop sont interrogés par El Hadj Youga Ndiaye. Le Hadj étant le 5e pilier de l'islam, il s'agit, quelle que soit la personne qui est là, il s'agit pour tout le monde de fédérer les énergies autour de cette personne pour que le Hadj avance. Et si le Hadj avance, c'est la communauté musulmane, c'est la Oumma islamique du Sénégal qui avance, c'est l'État du Sénégal qui avance. Et je pense que nos collaborateurs, El Hadj Baba Ndiaye et autres, l'ont bien compris. Et c'est exactement le même message que j'ai passé au président des unions des privés. Et ils sont venus aujourd'hui le déclarer très officiellement, sans contrainte. Et je pense que l'aspect famille dont El Hadj Bamar a parlé tout à l'heure a vraiment prévalu aujourd'hui. Et c'était l'occasion de dire au général Amadou Tidiane Dia, bienvenue et surtout bon courage pour mener à bien cette tâche. Il s'agit d'atténuer toutes les difficultés inutiles quelquefois. On ne peut pas faire un rite sans perdre. On ne peut pas faire un pèlerinage sans aucune difficulté, ce n'est pas possible. Mais de toute façon, il y a des difficultés que j'estime en définitive inutiles. Ouais. Mon premier pèlerinage, grâce à Dieu, je l'ai fait, j'avais 35 ans. J'étais militaire. Je pouvais en faire tout. Je l'ai fait quand j'ai eu 60 ans. Je l'ai fait quand j'ai eu 65 ans. Donc, en définitive, j'ai eu au moins 3 expériences qui me permettent de vivre la vie du premier pèlerin ou la vie du pèlerin moyen. Et grâce à Dieu, nous essayerons avec tous les acteurs de réduire en définitive les peines inutiles, les souffrances inutiles. Et, pourquoi pas, diriger le Sénégal en école. Que les gens viennent voir comment les Sénégalais réussissent à faire ce truc-là sans truc. C'est l'engagement que nous voulons prendre en définitive devant la nation sénégalaise. Le Sénégal est cité en exemple pour la parité homme-femme à l'Assemblée nationale. Le taux est de 45% contre 33% dans de nombreux pays. Et cela a motivé l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui tient ses assises à Dakar. Les parlementaires femmes en ont profité pour dire non aux restrictions des droits de la femme d'Ahaba. Plus d'une vingtaine de sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Dakar. C'est pour la première réunion intersessionnelle du réseau des femmes. La réunion de Dakar a été l'occasion de revisiter les chiffres sur la parité. Si on en croit le dernier rapport de l'Union interparlementaire sur la présence des femmes dans les parlements, l'année 2012 a marqué une augmentation de près d'1 point de la moyenne mondiale. C'est presque 2 fois plus que la progression annuelle enregistrée jusque-là. Au niveau mondial, à la fin de l'année 2012, 33 chambres basses et 17 chambres hautes avaient atteint le seuil des 30% jugés nécessaires pour que les femmes puissent peser sur les décisions politiques. Parmi les nouveaux venus, au club des pays ayant dépassé les 30% de femmes, on compte un pays que l'on cite maintenant en exemple à travers le monde entier, à travers la francophonie. Je veux parler du Sénégal. Le Sénégal, dans ce club réservé, le président de l'Assemblée nationale de revenir sur le rôle que joue la femme dans l'éducation de l'être humain. L'éducation, ai-je dit, c'est-à-dire le cadre, le terreau fertile, les principes intangibles, les valeurs impérissables, les ambitions légitimes et toutes ces capacités qui confèrent à la société des humains tout à la fois une identité, une mission, des actes à poser afin de maîtriser l'environnement et la nature dans lesquels sur cette terre nous évoluons depuis des millénaires. Il n'est nullement exagéré de dire et de souligner que la femme, dans toute société humaine, occupe une place centrale. Alors, si la femme a cette lourde responsabilité, pourquoi pas ne pas aller plus loin? Nous devons lier ensemble, hommes et femmes, le droit de la femme au travail. Comme un droit humain, le travail féminin doit changer de visage. La place de la femme dans la recherche scientifique doit être assurée.
Les femmes parlementaires de l'espace francophone ont été invitées à poursuivre le combat dans leurs parlements respectifs. Ce défi à relever semble rejoindre le combat porté par le réseau, la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Une enveloppe d'1,5 milliard de francs CFA a été dégagée par le chef de l'État pour aider les populations touchées par la faim à fatigue durant la période de soudure. 140 000 personnes sont concernées. Des bons alimentaires ont été distribués avec l'appui du programme alimentaire mondial. Le reportage de Seydina Alioune-Fall. L'année dernière, la période de soudure a affecté une bonne partie du pays. Le chef de l'État avait dégagé 1,5 milliard de francs CFA pour venir en aide aux populations les plus touchées par la crise alimentaire. L'enveloppe a été mise à la disposition du programme alimentaire mondial qui s'est chargé d'organiser et de coordonner la distribution de l'aide. Dans cette dernière phase de distribution de bons alimentaires, le secrétaire général du ministère de la Femme a visité les sites de distribution dans la communauté rurale de Niakhar et dans la commune de Fatick. Le président de la République, lors d'une audience avec Madame le ministre Mariama Sarr, ministre de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, et Madame Unge Brayer du PAM, a décidé d'étendre les bons d'achat alimentaires aux 2 régions qui n'avaient pas été servies lors de la première opération. C'est ça qui explique que donc, les régions de Thiès et de Fatick et certaines localités qui n'étaient pas bien servies, telles que la région de Fatick, donc, ont pu bénéficier de cette décision de M. le Président de la République. Le quota alloué à chaque bénéficiaire varie. C'est de 3 500 à 21 000 francs CFA. Donc c'est en fonction de la situation du ménage qu'on arrête le montant à allouer. Des denrées de première nécessité offertes aux plus nécessiteux, suivant un processus de distribution transparent mené par le PAM. 1500 personnes à Fatick sur un total de 140 000 dans tout le pays ont pu bénéficier de cette assistance de l'État du Sénégal. Nous remettons d'abord l'ensemble des bons aux partenaires qui appellent ces superviseurs pour faire le dispatching selon les différentes zones. Et puis on demande aux bénéficiaires d'émarger sur le registre de distribution. Et puis on leur remet son bon, il se rend chez le détaillant agréé pour récupérer soit du riz, du mil, de l'huile, de maïs, du sucre ou du sel iodé. 15 000 autres personnes sont inscrites dans le programme à venir. L'État et le programme alimentaire mondial veulent à terme offrir aux populations les moyens de résister au choc face aux prochaines crises alimentaires. 200 millions de nos francs, comme la somme prévue par l'État du Sénégal pour moderniser le site du Dakar de Médina Gounass. Le ministre des collectivités locales a visité l'espace et évalué les besoins du site en matière d'équipement. Aram Ndoye a également visité les nouveaux locaux du centre d'état civil de la localité Mama Moussagna. À une dizaine de kilomètres de Médina Gounass est implanté le Dakar. Moment de ferveur religieuse, l'événement qui se déroule pendant 10 jours est vécu intensément sous un soleil de plomb, dans le vent et quelquefois sous la pluie. Mais plus grave encore avec des incendies répétés. Un calvaire auquel l'État voudrait mettre fin, même si le Dakar, moment de dévotion, est rythmé par des sacrifices énormes consentis par les fidèles pour se rapprocher davantage du Seigneur. C'est pourquoi le chef de l'État a dépêché sur les lieux le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Aram Ndoye a visité le site, écouté le comité d'organisation et exprimé la ferme volonté du président Macky Sall de procéder à une modernisation de l'espace et dans les meilleurs délais. Le ministre des collectivités locales a rappelé la nécessité de doter le site d'un toit pour une bonne protection des fidèles. Pour cela, l'État compte financer le comité d'organisation. 200 millions de francs CFA sont prévus dans ce cadre. Il s'agira de rendre l'espace plus accessible, plus sécurisé et mieux adapté au Dakar qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins venus de tous les pays du monde qui y passent une dizaine de jours à psalmodier le Coran. Le calife de Médina Gounass s'est félicité de la mise en exécution du projet et a prié pour sa concrétisation pour le Sénégal et le président Macky Sall. Auparavant, le ministre de la décentralisation a visité le nouveau centre d'état civil de Médina Gounass. Le projet d'un coût de 30 millions
permet un meilleur accès aux services de l'état civil et une gestion fiable et sécurisée des données. Près de 50 000 actes sont déjà saisis, contrôlés et consolidés dans la base de données locales de la communauté rurale de Bonkonto. Les travaux de révision du code minier, la rencontre qui a réuni les experts permettra de dévoiler les objectifs visés par l'État, comme le respect des dispositions en matière de protection de l'environnement, le fonds de réhabilitation des sites miniers, la mise en œuvre d'un programme social sont les principaux constats de la commission chargée d'élaborer ce code. L'accompagnement de l'État est nécessaire selon le ministère de l'Énergie et des Mines à Wandiaï. À l'issue du Conseil des ministres délocalisé à Ziguinchor, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a demandé à la tutelle de procéder à une revue des conventions minières en vigueur et d'élaborer un rapport. Entre l'investisseur qui prend le risque de capital et le pays d'accueil, il devrait s'agir d'un partenariat gagnant-gagnant. En effet, du point de vue de l'investisseur, attirer un investissement dans un pays, c'est d'abord le sécuriser. C'est-à-dire, d'une part, lui assurer un environnement de développement stable et, d'autre part, une réglementation compatible avec la possibilité de transférer au besoin les revenus tirés de son activité. Cet atelier est le point de départ de ce chemin assez délicat pour les experts. L'objectif sera d'exposer les points visés par l'État et de recueillir les contributions des différents partenaires. À la sortie donc de cet atelier, il nous faudra réfléchir sur une commission qui puisse donc travailler sur la base de la concertation, donc que toutes les parties soient informées et participent donc à ces activités, pour qu'on en arrive donc vraiment à avoir donc un code consensuel. Nous avons souhaité que ces sociétés minières puissent se développer, mais en harmonie, en phase par rapport aux intérêts des populations locales. Le gouvernement avait décidé déjà la mise en place d'un fonds de péréquation qui devait profiter aux collectivités locales, mais depuis 2 ans, ce fonds n'est pas du tout mis en activité. Les contributions permettront de prendre connaissance des préoccupations de l'État du Sénégal. Les travaux de révision du code minier permettront d'accompagner le secteur des mines et de la géologie. Le projet d'appui à l'éducation des filles a présenté les résultats de ces 31 mois de mise en œuvre. Le programme consistait à aller à la rencontre des populations de 4 régions et à les sensibiliser sur la scolarisation des filles. Les résultats sont jugés très encourageants. Le compte-rendu d'El-Haj Tierno Dramé. L'objectif du PAEF est dans un premier temps de fédérer les efforts des partenaires et de l'État du Sénégal. Un des principaux souteneurs est la coopération italienne qui a mis environ 2 milliards de francs CFA. Diourbel, Louga, Fatick et une partie de la banlieue dakaroise sont les premières cibles. Leur faible taux de scolarisation des filles en est la raison. La communication et les femmes ont été au cœur du plan d'action. Le levier essentiel, c'était les associations de mères d'élèves. Dans chaque école où nous sommes intervenus, nous les avons financés à hauteur de 3 millions pour des activités génératrices de revenus, dont une partie des bénéfices est reversée à l'école pour la prise en charge des filles en difficulté, en priorité. Le PAEF a offert des tenues et kits scolaires. Il a formé des instituteurs à mieux encadrer les filles en difficulté. Résultat, les chiffres des filles à l'école sont passés de 3 à 7%. Le taux de réussite au certificat de fin d'études élémentaires est également revu à la hausse. C'est au niveau du moyen secondaire que les problèmes demeurent. L'enseignement moyen secondaire peine à résoudre la question du maintien des filles avec un TBS de 52,4 au moyen et 18,9 au secondaire en 2010-2011. C'est la preuve que le combat est loin d'être gagné. Scolariser les filles est une chose, les maintenir à l'école une autre. On va parler du secteur de la couture, un secteur pourvoyeur d'emploi. La rentabilité ne souffre d'aucune contestation, surtout lors des périodes de fête. Mis à part ces périodes de grâce, certains tailleurs semblent tirer le diable par la queue. Le prêt-à-porter est l'une des causes de cette situation. Ibrahim Ndongo. À 53 ans, le tailleur Massiganyay a blanchi sous le harnais.
De fil en aiguille, il a passé une trentaine d'années à faire de la couture, un métier qu'il a embrassé dès le bas âge, qui est devenu son gagne-pain. Une profession dont la rentabilité varie en fonction des événements. Pendant les périodes de fête, vraiment, on travaille souvent jusqu'à 2 h du matin. Il y a les clients qui sont là qui ont tellement envie de porter leurs habits. Il y a beaucoup d'argent qui rentre, on parvient à s'occuper de nos enfants et de nos parents aussi, franchement, et de notre location. Souvent même, je donne 2 mois avance pour pouvoir coopter l'autre mois qui vient. Passé les fêtes de Tabaski et de Korité, certains tailleurs semblent tirer le diable par la queue. C'est le cas de cet atelier où on cherche désespérément clients. Mais après les périodes, mon frère, c'est la galère. C'est difficile pour trouver une personne 2 ou 3 jours, une cliente par 2 ou 3 jours. On ne parvient même pas à payer la location. Au-delà des périodes de fête, c'est vraiment la croix et la bannière pour joindre les deux bouts. Au marché Dior des Parcelles Assainies, le constat est presque le même. Chez Elage, seuls quelques modèles de son album ont fait l'objet de commandes. Actuellement, lui et ses apprentis passent le plus clair du temps à se tourner les pouces. J'ai réussi à avoir seulement quelques commandes. Je suis donc obligé de me contenter de cela parce que je n'ai pas le choix. Au marché des HLM, le prêt-à-porter à la côte auprès des clients, une situation qui n'arrange pas les petits tailleurs. Pratiquement, on ne voit plus les clients même en période de fête. Il y en a qui fustigent le non-respect des engagements de certains tailleurs, ce qui fait qu'ils préfèrent le prêt-à-porter. Nous sommes tous ceux qui achètent les prêt-à-porter parce que c'est plus facile, c'est plus bien, quoi. Je préfère les prêt-à-porter que d'aller chez les tailleurs. Parce que d'habitude, tu prends tes habits, tu les donnes au tailleur, tu les donnes des rendez-vous, il les fausse. Maintenant, dans ce cas, tu es obligé d'aller chercher un prêt-à-porter. Si tu n'as pas d'argent, tu es fatigué, tu rates ton cérémonie et tout ça, c'est pas bon. La concurrence avec le prêt-à-porter oblige même certains tailleurs à mettre la clé sous le paillasson. C'est le cas de Baïdibi qui s'est reconverti en vendeur de colliers d'objets d'art au détriment de son métier de rêve. J'étais tailleur, mais à un moment donné, j'étais obligé de trouver un autre métier à cause de la concurrence du prêt-à-porter. Autre problème pour les petits tailleurs, certains clients portent leur choix sur les couturiers de renom par souci d'efficacité et de garantie. Parmi les étrangers qui viennent, souvent les Nigériennes, les Maliennes débarquent avec de gros marchés, mais souvent c'est les grands ateliers qui le cooptent parce qu'ils ont les possibilités de le faire dans une semaine. Déjà, pour être professionnel dans un domaine, il faut acquérir de l'expérience. De fait, il est difficile de distinguer le bon tailleur du mauvais. C'est l'expérience qui fait la différence entre les tailleurs. Malgré leur ingéniosité, certains tailleurs semblent broyer du noir, mais ce n'est pas une raison pour mettre la pédale douce. Tant qu'il y a vie, il y a espoir, et la plupart des grands couturiers sont passés par là. L'Association nationale des assistantes et secrétaires du Sénégal sollicite l'aide de l'État pour un meilleur accompagnement dans la formation de ses membres. Un appel lancé lors de la célébration de la Semaine nationale de la secrétaire Alioune Badarakan. Au quotidien, le rôle est essentiel pour la bonne marche du service. Interface entre l'administration et le public, les assistantes et secrétaires sont incontournables. Leur collaboration est précieuse, mais au XXIe siècle, elles gagneraient à maîtriser les nouvelles technologies et cela passe par une formation de qualité. Je profite de cette tribune pour insister encore auprès des décideurs de la prise en charge des assistantes dans leur budget de formation. Car, comme disait quelqu'un, une secrétaire médiocre ou mal formée nuit au prestige d'un bon patron. Il n'y a pas pour un manager mieux qu'une assistante de direction qui a les compétences et les capacités pour le soutenir. Parce que le travail de management est un travail extrêmement difficile. L'administration a plus que jamais besoin d'assistantes et de secrétaires bien formés. C'est pourquoi l'État est prêt à accompagner l'ANAS pour renforcer la formation de ses membres. Il y a beaucoup de mutations qui appellent à la fois l'acquisition d'habiletés,
d'aptitudes, de valeurs qu'il convient de bonifier pour permettre à tous et à chacun d'être à même d'exercer avec efficacité et efficience les responsabilités qui sont dévolues. Dans ce cadre, Mme Sock le rappelait tout à l'heure, la formation joue un rôle essentiel. Créée en 2009, l'Association nationale des assistantes et secrétaires du Sénégal compte près de 500 membres. La loyauté, la rigueur et le professionnalisme en bandoulière, ces femmes se battent pour la revalorisation de leur profession. Yokoute, c'est le nom du fourneau inventé par Cheikh Gueye avec l'appui de l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle. Son combustible est une plante appelée Tifa qui prolifère dans la vallée du fleuve Sénégal, une énergie à la portée des populations. Le lancement a eu lieu à Pékin cet après-midi. Cette manifestation entre dans le cadre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Voici le directeur général de l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle au micro de Moussa Mané. Si l'intérêt immédiat de la gazière à Tifa réside dans l'accès pour le plus grand nombre à une énergie propre et moins chère, l'autre intérêt non moins important de cette invention se trouve dans l'utilisation du Tifa, cette plante particulièrement nocive comme matière combustible. Vous le savez, depuis la construction des barrages sur le fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal sont confrontés au phénomène de la prolifération de cette plante qui, en raison de sa croissance rapide, colonise les zones d'inondation du fleuve, les systèmes d'irrigation, les terres agricoles et les pâturages de décrue. Toutes choses qui participent à la réduction des superficies cultivables, à l'entrave de la navigation fluviale et à l'altération de la qualité de l'eau. L'utilisation massive du Tifa contribue ainsi à l'amélioration notable de l'environnement dans notre pays. Mais si le Tifa a jusqu'ici été considéré comme une menace, il va dorénavant devenir une chance. Et c'est là une belle illustration du principe qui consiste à transformer les défis en opportunités. Hors de chez nous, plusieurs contingents de casques bleus seront déployés au Mali à partir du 1er juillet. Le Conseil de sécurité a voté la résolution pour leur déploiement. Ces casques bleus vont participer à la reconstruction du Mali. La résolution a été diversement appréciée à Bamako. Adopté à l'unanimité. Jeudi, l'ONU a donné son feu vert à l'envoi d'une force de maintien de la paix au Mali. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali comptera 12 600 hommes. Elle devrait être opérationnelle au 1er juillet, au moins pour un an. Sa mission, stabiliser le Nord Mali, débarrasser des groupes armés islamistes et protéger les populations. La MINUSMA apportera aussi un appui à la reconstruction du dialogue politique et à l'organisation des élections. Ce vote, qui intervient au moment de la visite de Jean-Yves Le Drian à Bamako, a été salué côté français comme côté malien. C'est une victoire diplomatique pour Paris à l'origine de cette résolution. C'est une très bonne décision, d'autant plus que cette décision a été prise à l'unanimité. Ça permettra de poursuivre, de consolider tout ce qui a été commencé jusqu'à présent, avec la couverture juridique de l'ensemble des nations. Une résolution diversement accueillie par la classe politique malienne. Mon sentiment, c'est que les sceptiques ont eu tort d'être sceptiques et que les Maliens devraient exprimer leur vive reconnaissance à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à l'Organisation des Nations Unies. C'est une occupation, il ne faut pas avoir peur du mot. L'objectif inavoué, c'est justement de s'interposer entre l'armée malienne et cette bande de terroristes du MNLA. Cap maintenant sur la reconstruction. Il faut préparer l'après-guerre et organiser des élections en juillet. C'est le message que Jean-Yves Le Drian est venu apporter aux Maliens. L'ONU qui donne donc son feu vert pour le déploiement de 12 600 casques bleus au Mali. Les autres nouvelles du continent, bref et en images. Nous commençons par le Sahara occidental. Les Nations Unies ont décidé de surseoir à l'enquête sur la situation des droits de l'homme.
a gagné. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne charge pas la MINURSO, la mission de l'ONU au Sahara occidental, d'enquêter sur la situation des droits de l'homme, alors que cela était prévu dans le projet de résolution initiale à la demande des États-Unis. La volonté américaine d'inclure les droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO, comme c'est le cas de la plupart des missions de l'ONU dans le monde, avait provoqué la colère de Rabat au point d'annuler des manœuvres militaires conjointes. Visite surprise du ministre britannique des Affaires étrangères à Mogadiscio. William Hague venait inaugurer la nouvelle ambassade installée dans l'enceinte ultra sécurisée de l'aéroport. La Grande-Bretagne devient ainsi le premier pays européen à revenir de façon permanente dans la capitale somalienne. Seuls l'Iran, la Turquie, l'Éthiopie, le Yémen étaient jusqu'à présent représentés. Un incendie a ravagé hier un bâtiment de la zone industrielle de Monrovia au Libéria. Le feu a provoqué la mort d'au moins 3 personnes, dont 2 pompiers, mais plus de 10 personnes seraient restées coincées dans les décombres. La police enquête sur l'origine de ce sinistre. Ici au Sénégal, le G1000, une association créée en 1991, organise des journées culturelles dédiées à l'artisanat et à l'art culinaire ce week-end. Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Voici la présidente Oulimata Dia au micro d'Alioune Badahakan. C'est autour de l'art culinaire de 15 pays à peu près, d'Afrique et d'ailleurs, des Antilles, du Vietnam, du Congo, de la Côte d'Ivoire, et leur artisanat également. Donc nous organisons ces journées-là pour, disons, renflouer nos caisses, bien entendu, et pouvoir aider les enfants et les femmes qui sont en situation difficile. L'entrée n'est pas payante, mais mais les repas sont payants, bien entendu. On ne va pas nourrir les serrères gratuitement, n'est-ce pas? Les plats sont payants, ainsi qu'il y a de l'artisanat également, celui qui veut acheter. Mais l'entrée n'est pas payante. Par contre, vous allez me demander comment faisons-nous pour avoir des sous. Toutes celles et tous ceux qui exposent ont 15% de leurs recettes à nous reverser et ont droit de table de 15 000 francs à payer. Et c'est donc en amassant ces sommes-là que nous pouvons en tout cas faire face aux diverses activités que nous avons menées depuis que nous existons. Le sport du football avec le différend qui oppose les fédéraux aux arbitres, la pomme de discorde des articles, des textes de la Fédération sénégalaise de football portant sur les règles de fonctionnement de l'instance. Les arbitres ont décidé de ne plus officier lors des matchs programmés par la Fédération. Faisons le point avec Abdoul Aziz Ban. Les arbitres décident de ranger sifflets et drapeaux et le recommande à tous. Cette décision fait suite à la suspension de Amadou François Gueye et Badara Mamaya Sène. Le président et le vice-président de l'association des arbitres ont été suspendus pour 2 ans par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont empêché le déroulement des compétitions dans 2 ligues qui sont donc la Ligue de Tamba ainsi que la Ligue de Diourbel. À chaque fois que la fédération programmait des matchs, les arbitres ne se présentaient pas. Nous avons décidé en réunion de comité d'urgence de les appeler pour les entendre. Bien qu'ils aient reçu les convocations, ils n'ont pas daigné répondre et la fédération a pris les décisions conformément à nos textes, c'est-à-dire l'article 15 de nos statuts qui dit qu'en cas de violation grave et répétée de leurs obligations, les membres peuvent être suspendus. Les représentants des arbitres au sein du comité exécutif dénoncent non seulement la forme mais aussi le libellé des convocations. La première contradiction que j'ai relevée à M. Badara Mamaya Sène, membre de la commission centrale des arbitres de la Fédération sénégalaise de football. Je ne suis pas membre. Je suis le président désigné. J'ai pu voir une autre lettre numérotée 296 où M. Augustin Senghor toujours dit M. Badara Mamaya Sène, membre démissionnaire de la Fédération sénégalaise de football. Ne faisant plus partie de la fédération, comment peuvent-ils me convoquer? Le fait de démissionner comme président de la CCA ou comme membre du comité d'exécutif n'en fait pas quelqu'un qui est en dehors du football. Il reste un membre de la CCA, mais il est aussi président d'une structure affiliée au football sénégalais. Au-delà de ces questions administratives, il y a celles liées aux intérims.
Les arbitres dénoncent là également les procédures utilisées pour remplacer les présidents de ligue de Tambacounda et de Diourbel démissionnaires. Ils ont d'abord démissionné du comité central de la fédération et non de leur ligue. Les ligues sont des démembrements de la fédération qui n'ont pas de personnalité juridique propre. Le comité exécutif à qui ont été adressées les lettres de démission en a tiré comme conséquence qu'il fallait faire application des dispositions de nos statuts, notamment l'article 34, qui dit que lorsque un membre du comité exécutif ou un membre de la Fédération sénégalaise de football démissionne d'un poste, le comité exécutif peut pourvoir à son remplacement en désignant un intérimaire jusqu'aux prochaines élections de renouvellement. Les hommes en noir en réunion extraordinaire récusent et marquent également leur désaccord sur les attributs de la direction nationale de l'arbitrage. Ce n'est pas ma personne qui importe, parce que nous voulons défendre l'intérêt des arbitres. Et nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout, car nous ne laisserons pas faire. Nous lançons un appel à tous les arbitres pour venir continuer à officier, parce que c'est dans l'intérêt du football. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que dans la relation fédération-arbitre, les arbitres sont des arbitres de la Fédération sénégalaise de football. Ce que nous voulons, quelle que soit l'issue, qu'elle soit une issue amiable ou autre, c'est qu'à partir de ce jour, il n'y ait plus jamais ces situations qui se répètent. Les portes du dialogue ne sont pas fermées. Mais ce qui est sûr, le calendrier de la Coupe du Sénégal risque d'être sérieusement perturbé avec ces énièmes différents associations des arbitres du Sénégal et Fédération sénégalaise de football. Voilà, cet élément me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi.